Mais voilà, c'est parti, il est 12h32, nous sommes avec vous jusqu'à 14h et nous sommes dans le ZCL News à Canal 10, nous sommes aussi en radio sur C10FM et sur RHT, notre partenaire. Aujourd'hui, c'est un jour pratiquement cinéma, puisqu'on va recevoir successivement Christian Lara, qui est producteur et réalisateur. Je ne sais pas s'il a été acteur, mais enfin, il est producteur et réalisateur. On va recevoir aussi Yannick Rosine, président de Caribbean Hive. Tony Coco-Villouin sera aussi avec nous. C'est le directeur général d'EPIS. Il essaie depuis quelques années de monter une école sur le cinéma. Donc, on parlera beaucoup de cinéma. Mais avant, on parlera aussi de la réalité sociale, puisque Gabi Clavier sera avec nous tout à l'heure pour parler de son procès, mais pas que. Sinon, l'actualité, c'est la conférence de presse d'Air Caraïbes, c'était ce matin. Ils ont un nouveau patron qui va s'occuper de l'aérien, le nouveau chef, on peut le dire, voilà, Éric Michel, le nouveau visage de la compagnie. On entendra aussi le patron de Air Caraïbes. Vous savez que la situation est particulièrement compliquée en ce moment pour les compagnies aériennes, mais il faut tenir. Adi, matinée d'aide à l'entrepreneur, rencontre sur la création d'entreprise avec Stanley Manico qui était sur place. Et puis on va terminer avec le FEADER. C'est une matinée d'information à destination des acteurs publics ou privés. Voilà, c'est le sommaire. Merci d'être avec nous en Guadeloupe, en Martinique, en France, un peu partout, jusqu'à... je salue toujours nos amis de Mayotte qui nous regardent, même si c'est l'heure où ils sont un peu couchés à cette heure-là, mais enfin, il y a quelques Guadeloupéens là-bas qui nous regardent et on les salue. On salue aussi tous ces Guadeloupéens de Bastère, Moun Bastère, quoi dis-moi pas, salut les autres, Moun Bastère, bien bonjour. Et je suis avec vous. Alors, Christian Lara, c'est le cinéaste guadeloupéen. C'est vrai. Et il est là, on lui rend un hommage encore cette année, c'est nécessaire. Mais pourquoi encore? Non, j'ai dit c'est nécessaire. J'ai dit encore, absolument. Mais c'est nécessaire. Absolument. C'est nécessaire. Et donc, on aura au Cinestar, à partir de vendredi, le Black Story Month. C'est un événement cinématographique d'importance. Et Christian Lara, il est le parrain, le boss, quoi, pratiquement. Et depuis quelques années. Ça fait combien d'années, Christian, que vous revenez en Guadeloupe? Quand vous êtes réinstallé en Guadeloupe dans votre pays? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans déjà. 3 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. La dernière fois que j'ai vu un film, c'était Al, qu'on reverra avec plaisir. Et puis on va recevoir Luc Saint-Éloi, je crois que c'est pas demain, c'est doit être lundi, il arrive demain. Et on aura l'occasion de recevoir d'autres personnalités de ce Black History Month. Alors, Christian, quelle est un petit peu l'ambiance de ce festival de cette année? D'abord, le Black History Month, il faut quand même le dire, c'est la seule fête organisée par les Afro-descendants depuis l'abolition de l'esclavage. D'accord. C'est très important. Aux États-Unis, par exemple, c'est tout le mois de février. Et à l'intérieur duquel ils mettent le jour de Martin Luther King. Nous avons plus modestement fait, disons, heureusement, grâce à Christelle Gallou qui a importé cette fête pendant une semaine, 10 jours. Et au cours de cette semaine, de ces 10 jours, on va voir plusieurs films de la diaspora africaine, américaine et caribéenne. D'accord. De longs métrages. J'insiste sur le fait que ce sont tous des longs métrages. Parce que quand on parle cinéma, on a trop tendance, malheureusement, à mélanger court-métrage, documentaire et long-métrage. Oui. Et ça, si tu veux, on reviendra un peu plus tard sur ça. Parce que c'est très important. Effectivement. Alors, je voudrais quand même qu'on parle un peu de Al, puisqu'il y a eu quand même des prix. Il y en a eu pas mal. C'est-à-dire que... Et là... en ce qui concerne les prix, je voudrais quand même dire une chose. C'est-à-dire que nous sommes très fiers d'avoir reçu des prix pour Al, mais venant d'Afrique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes confrères qui courent après les prix qui sont offerts en France. Oui. En France. Oui. Mais moi, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'a jamais intéressé. Parce que c'est un peu dévoyé. Tandis que là, l'Afrique nous reconnaît à part entière, alors que la France, on est plutôt entièrement à part. On est quelquefois invisible. Absolument. Invisible. Absolument. Ouais. Et donc, on va le revoir, le film. Il est reprogrammé? Il est reprogrammé et avec en clôture un concert live filmé d'Aretha Franklin. Ah bon? Ah oui,
Non, cette année, c'est un grand événement. Le Black History Month, c'est un grand événement parce qu'il y aura dans le hall du Cinestar une scénographie particulière parce que Luc arrive avec ses prix. Oui. Yafa a gagné aussi des prix. Ah oui, Yafa aussi, il faut le dire. Yafa a gagné des prix qui seront exposés. Et au milieu de tous ces trophées, il y aura un trône africain. Carrément. Ah, carrément, que j'ai fait venir et qui était dans Héritage perdu, le film que j'ai tourné en Afrique. D'accord. Voilà. Christian Nara, quand vous faites un petit peu le tour de tout ce que vous avez fait cinématographiquement aujourd'hui, quel est le bilan que vous tirez de tout ça entre les premiers films? J'ai pas vu les premiers, mais au moins je me souviens de Mamito, je me souviens de tous ces films, notamment ce film sur la période de 1802. Oui, c'est Vivre libre ou mourir. Non, l'autre après Vivre libre ou mourir. Il y a eu un film tourné. Sucre amer. Sucre amer, voilà. Oui. Alors qu'on fait le bilan de tout ce. Qu'est-ce que j'en tire? J'en tire que. Au départ, il y avait une volonté aussi bien politique que sociale. Oui. Il y avait une volonté pour créer un vrai cinéma guadeloupéen, avec une identité très forte. Et puis cette volonté s'est un peu diluée dans le temps, et à tel point qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut remettre un petit peu le turbo. Oui. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire, je le disais, des courts-métrages. Mais les courts-métrages, ça nous ghettoise quelque part. Oui. C'est-à-dire que maintenant, la véritable industrie du cinéma, parce qu'avant tout, c'est ça. Il faut faire vivre nos comédiens, il faut faire vivre nos techniciens, il faut faire vivre tous les artistes, les loueurs, etc., tous les artistes qui gravitent autour du cinéma. Oui. Mais ça ne peut se faire qu'avec des longs-métrages. Tout simplement parce qu'un long-métrage, ça dure des semaines. D'accord. Alors qu'un court-métrage, on peut le faire en 2-3 jours. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'il y a une industrie du cinéma à mettre en place? Est-ce qu'aujourd'hui, les prémices, ou bien on peut dire qu'il y a une ouverture vers un cinéma, une industrie du cinéma guadeloupéen? Ces derniers temps, disons, les années passées, disons qu'on avait des présidents de région qui n'étaient pas très favorables à la culture, à l'exception de Lucette Michaud-Chevry. Mais quant à l'autre Lurel, il n'a rien fait du tout. D'ailleurs, j'ai été forcé, moi, de m'exiler. Oui. Parce qu'il pâtait moins. Ouais. Bon, alors donc, je suis parti, heureusement, à Los Angeles, la capitale du cinéma, où j'ai beaucoup appris. Maintenant, il y a, disons, à la culture, aussi bien au régional qu'au département, des gens qui ont envie de remettre un peu le turbo, comme je le disais, pour faire développer, démarrer une véritable industrie du cinéma. Mais attention, moi, je les attends aux actes. Oui, d'accord. Ah bah, tu dis pas c'est ça? Non, pour le moment, je ne suis pas encore dedans, mais bon, mais s'il faut, je serai, parce que moi, ma passion, c'est le cinéma. Ça veut dire que vous n'avez pas arrêté de tourner, vous n'arrêtez pas de tourner? Non, moi, je n'arrête pas de tourner. Pourquoi? On veut me mettre à la retraite? Non, pas du tout, pas du tout. Oui. Non, un artiste, ça meurt sur scène, comme Molière. Comme Molière, oui. Absolument. Ouais. Moi, il n'y a pas de retraite. Et si je dis à l'antenne la petite retraite de journaliste que j'ai, tout le monde va rigoler. C'est vrai que vous avez été journaliste pendant quelques années en France, au Figaro, notamment. Au Figaro. Journal de droite, quand même. C'est-à-dire que, alors, pour dire, justement, pour reprendre, c'est-à-dire que quand je suis rentré au Figaro, c'était un accident et c'est un véritable tour de force, vraiment. Oui. Mais je n'ai jamais vu autant de communistes au Figaro. Ah bon? Ah, honnêtement. De la rédaction à la salle où on faisait, on imprimait le journal, il y avait que ça. Mais comment on disait? Il n'y avait que les chefs, qui étaient de droite. De droite, oui. Absolument. C'était à l'époque du vicomte d'Ormesson, etc. Oui. Mais je t'assure, vraiment, j'ai jamais vu autant de communistes dans un journal de droite. Mais ça pesait quand même la droite sur le journal? Ah oui. Ah oui, il y avait par exemple, bon, moi je peux le dire maintenant, quand il y avait une information que moi je ne pouvais pas passer dans le journal, ben, je l'envoyais au Canard enchaîné. Ah oui, bon. Ça, absolument. Ça. Et c'était, et j'étais pas le seul. Voilà. C'était.
il ne faut pas croire que Le Figaro est un journal bourgeois, oui. Il est élu par les ministres, par les présidents, etc. Oui. Mais il y avait à l'intérieur des articles toujours des petites choses, des petites phrases qu'il fallait lire. Voilà. D'accord. Okay. C'était amusant. Vous êtes passé aussi en Chine, je crois. Oui. Oui. J'ai été projeté à Pékin. Coco Lafleur a été. Alors ça, c'était marrant parce que à Pékin, avec les idéogrammes chinois et les gens qui regardaient ça. Oui. Mais tu sais qu'on m'a demandé la Guadeloupe, ça se mange. Carrément. Ah, carrément, c'était la goyave, la Guadeloupe, ça se mange. Oui, il y avait pas de connaissance. Oui. C'est pour cette raison que moi je dis qu'un pays qui n'exporte pas d'image n'existe pas. Ouais. Regarde par exemple les îles voisines qu'on connaît, qui sont indépendantes aujourd'hui, mais qui n'exportent pas d'image, ben on les connaît pas. Par contre, Haïti exporte des images, Ouais. eh ben, Porto Rico aussi. on l'y fout dedans. Ouais. D'accord. Raoul Peck vient de sortir un film très bon. Alors, 2 petits mots quand même sur les moments importants de ce Black Story Month. Alors, l'ouverture, c'est vendredi. L'ouverture, c'est vendredi à partir de 16h30 et c'est la première fois que les 2 présidents des 2 institutions, pour le moment, seront présents. C'est-à-dire que c'est la première fois que les 2 présidents des institutions décide d'honorer le cinéma, parce que d'habitude, c'était pas intéressant. Alors, je vais faire une transition. Gabi Cavier, bonjour, c'est représentant de l'UTS-UGTG. Les 2 présidents, vous contrôlez aussi là pour moi, mais à partir au cinéma là. Ah, c'est dans le cinéma, c'est cinéma Airport. Au cinéma Airport, oui. Ah, Airport. Et c'est là que vous avez dû voir Coco Lafleur. Exactement. Absolument. Airport. Absolument, parce que c'est là. C'est Oui, parce que j'ai été boycotté par Élysée, Oui. parce que le boug, il voulait me donner des miettes. J'ai dit, monsieur Élysée, gardez-moi, ou péquez-vous moi. Et puis je suis parti. À l'époque, il y avait un autre concurrent, Hollande. Hollande, exactement. Enfin, c'est pas le nom qui était important. Oui, c'est pas le même. Gabi, bonjour, mais aussi de venir avec nous. Alors, il y a ce procès, finalement, son procès à épisode. Rallonge. Oui, à rallonge. Son procès à rallonge, puisque bon, ça vous nous dit de ne pas faire un procès pour un soi-disant acte de violence qui était commis contre Gérard Poutino. Ouais. Nous avons envie de faire parler de l'hôpital, on veut parler des soignants, on a envie de parler de la vie des personnels, de la vie de l'hôpital. Et bien évidemment, ça qui met dans une telle crise, c'est ça qui explique aujourd'hui là pourquoi nous aussi emmerdés, enragés et déterminés à accompagner. Oui. Donc c'est pour ça nous faisons en sorte que Tini. Alors il faut quand même dire fois ça, enfin, on va pas condamner moi, mais quoi dire au monde, vous voyez que mon père, moi, je m'attends ça tous les jours. Mais non, on va répéter encore une fois, on va assumer, là où tu es, il faut pas au paiement. Oui, ils savent ce que ça veut dire. Il y a plusieurs interprétations possibles. Donc évidemment, notre tribunal là, qui est un tribunal français, il va essayer de faire une traduction française à la parole là. Ça veut dire que bon, qui se sert de l'épée périt par l'épée, qui sème le vent récolte la tempête. Nous dit, il n'y a pas ça. Et c'est ça les témoins expliqués, les témoins soignants qui a dans le procès là, pour expliquer, bon, langue créole sont les globalement qui n'image, qui ni sentiment, qui ni histoire. Et là où nous avons dit obité, c'est par rapport au vécu que nous tenons, par rapport à l'histoire en nous, mais par rapport également à ça, tout environnement en nous, tout patrimoine culturel en nous. Et donc, qui en Guadeloupe aujourd'hui là, qu'on peut traduire ça comme étant menace de mort adressée directement contre lui, ça signifie également d'abord quel type de Guadeloupéen, ça y est, qui gens qui vivent qu'il t'y aille, et qui bien évidemment, il a donc situation concile là, il peut encore une fois autoriser à faire toutes les violences possibles, toutes les violences possibles. On rappeler ça quand même assez violent, ça y est qu'on fait des personnels hospitaliers actuellement, et les établissements qui sont bâtis handicapés à l'établissement du secteur social, médico social, qui a constitué ce jour-là, a dit on a bien dit le 13 juillet, ok, après le 12 juillet, après déclaration à Macron, dans 2 mois, au pays travail et au pays touché. Alors imaginez une jeune femme, un jeune boug, sorti investir, sorti faire du monde, sorti acheter voiture, sorti en formation, il a dit comme ça, si pas prend vaccin au 15 septembre, le 2 août, au 15 septembre, il a mis en conformité 2 mois plus tard. Il a dit mais ça va concerner, parce qu'on à part pour ça, il fait études, à part pour ça, maman, il fait études, à part pour ses familles, il investit, à part pour ça, rester 4-5 ans, qu'à mettre l'argent à côté pour un cabinet médical, pour un cabinet dentaire, pour un cabinet libéral. Et pour porter mon œuvre, à 5 h du matin, lever pour occuper des vieux mondes, sortir en cabinet, c'était peut-être soit parce qu'il y a des clients qu'il faut soigner. Et quand dit comme ça, 2 mois plus tard, madame, monsieur, je suis désolé, mais il y a un vaccin qui est obligatoire pour les soignants.
et que vous battez ça, si vous ne pas prendre, vous ne pas travailler. Vous pouvez changer de métier. Le thème, c'était changer de métier. Changer de métier, carrément. Changer de métier, Mandanux, et côté long, dit personnel, ça qui ne veut pas, soit il faut changer de métier, ou bien il faut démissionner. Il faut dire au ça le 13 juillet, et il faut mettre en exécution le 13 octobre. On monte 2 mois pour organiser la vie. C'est-à-dire, ou pas rien, ou pas pour monde, ou pas ni pour diviner. Quand on prévoit, lorsqu'on est infirmier, diplômé d'État, lorsqu'on est infirmier de laboratoire, lorsqu'on est manipulateur radio, lorsqu'on est brancardier, alors que 4, 5 ans, 10, 15, 20, 30 ans, à l'hôpital, lorsqu'on est au cabinet dentaire, lorsqu'on est cardiologue, quand on prévoit, entre le 13 octobre, pour, si ou pas confondre vous une obligation, une obligation totalement discutable, qui ont toute obligation discutable, si l'opportunité, si l'applicabilité, si là, pas de discussion possible, c'est la mort sociale, la mort physique, la mort intellectuelle, la mort mentale, la mort psychique. C'est ça qui oppose nous. Donc évidemment, nous réagissons. Évidemment, nous réagissons nos syndicats. D'autant qu'on a rappelé que le texte-là, son texte du 5 août 2021, qui a prévu le dispositif là, ça est complété par le décret du 7 août, quand il a dit de toute façon, le schéma vaccinal là, c'est qu'il y a ou plusieurs doses. Il n'y a pas même dire combien de doses qu'on nous apprend pour mettre en conformité. La loi, en loi, un dispositif qui n'est pas établi. Deuxième idée à dire, c'est que ce suspension là, il a duré indéterminée. Ça aussi. Mais ça casse un licenciement en fait. Mais c'est un licenciement. En fait, c'est un licenciement sans frais pour mon licencié là. Pas ni droit pour l'emploi. Parce que pas de faute. Pas fait. Nous bien dire que ça pas de faute. Ou pas à sanction disciplinaire. Donc on peut pas contester. On peut pas non plus ni en défense devant le conseil de prud'homme ou même pas devant l'employeur là. Et puis forcément il va avoir une limite. La suspension qui a duré tant qu'il n'y a pas mettre vous en conformité. D'accord. Mise en conformité, c'est engagé en schéma vaccinal à 1 ou plusieurs doses. Donc, les gens qui prennent des doses là pour regarder l'emploi, pour voir si diviner, si vous organiser via yo, ils ont constaté que finalement pas t'aider. C'est 3. Et ils ont dit c'est 4. Ils ont dit ça, ils ont m'aidé, ils ont rangé parce que ils trompent ils trompent le monde. Ils ont dit effectivement, bon, c'est parce qu'on mal lit. Nous pas dit c'est 4 doses, nous disons plusieurs doses. À donc t'expliquer comme ça, sans délai. Et si vous voyez 3 doses aujourd'hui là, la 4e dose qui est sortie, et vous ne pas prendre, vous pouvez suspendre vous sans rémunération. Autrement dit, que le système là, en même temps qui est plus grave encore, vous pouvez prévoir la fin de l'obligation vaccinale. Oui. Depuis dans le texte, à juillet, à août 2021, 5 août 2021, vous pouvez dire comme ça, tant qu'il n'y a pas mettre fin à l'obligation vaccinale. D'accord. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent 2 doses, 3 doses ou 4 doses, au moment donné, ça peut être obligatoire encore. Une fois que vous estimez qu'il y a une immunité collective, une immunité croisée, et vous commencez à parler de roter les restrictions. Mais c'est là que j'apprends ces doses-là, qui savent que ça va transformer définitivement à vie système immunitaire, défense naturelle, qui a transformé vie en, parce qu'il y a des effets indésirables, qui j'ai établi, qui j'ai constaté, qui pour tout le monde, qui pour femme enceinte, qui pour le monde qui a une comorbidité, qui pour le monde qui est immunodéprimé, ou tini, là, en transformation fondamentale, la structure à Coran. C'est un côté mental, parce que là, vous ne pouvez pas fausse. Qu'on ne fait pas. Qu'on savent qu'il va de toute façon ou exploser. Alors c'est tout le contexte là, ça qui a expliqué aujourd'hui là, que nous décidons de résister. Nous décidons d'opposer nous à la violence là, ça. Nous décidons d'organiser nous pour justement faire en sorte que nous préserver l'intégrité mentale, l'intégrité physique. C'est quand même fondamental, c'est quand même essentiel pour un homme, pour une femme, quel que soit l'âge, ou que vous libre de ça, ou quoi dire, ça, ou quoi penser, et il y a ce qu'il faut poser. Et qui j'en pour parce que vous ne pas respecter, on a des obligations aujourd'hui là qui peut transformer parce que c'est non moi faire le voir. D'ailleurs, maintenant le gouvernement a changé, ça peut arrêter, ça peut être plus fort, mais ça peut arrêter aussi. Mais qui j'ai une telle obligation transformer vie, transformer Coran, alors que son disposition qui peut être transitoire du fait, qui peut être transitoire et qui est transitoire de fait, puisque son disposition réglementaire qui est établie par un gouvernement aujourd'hui là, qui peut établir demain matin, que l'état d'urgence peut nécessité levée à toutes ces obligations-là, ça, et il a dit que l'état d'urgence a pas un dispositif définitif et pérenne, son dispositif transitoire qui a mesure de répondre à l'urgence sanitaire. Une fois payé l'urgence sanitaire, payé obligation de passe sanitaire, d'obligation vaccinale, payé ces obligations-là, ça. Mais les gens qui apprennent le vaccin là, quand ils ont fait des matins, qui ont voté un dispositif qui a péclé pour la vie. Ça, c'est le premier. C'est le contexte à ça, là, que nous avons posé nous, et nous avons dit que c'est fondamental. Je dis là, c'est un gars dit, c'est peuple là, peuple bien là. Ça pas un hasard.
si vous voyez, ni, encore une fois, plus de 80% à monde là qui a refusé prendre un schéma vaccinal complet. Alors, quand nous constatons, c'est parce que nous faisons du discours pro compétition, ça veut dire que nous ne parlons pas, nous ne pas écrire, nous ne pas télé, nous ne pas Internet, nous ne pas observer. Non, nous ne faisons vaudou. Nous ne faisons vaudou. Mais c'est grave. Nous ne faisons vaudou, nous ne faisons mais nous faisons nous analphabètes. Okay? Et c'est pour ça que nous ne pas vacciner. Et qui me dit ça? Quand on dit ça, hein? Guadeloupe, il dit comme ça, Guadeloupe est varié sur Viagra, pourquoi il ne peut pas varier son vaccin pour protéger? Alors, on va dire ça dans la télévision nationale française. Qui ont quoi vivre père par an. Nous avons une espèce de Guadeloupe péanité, une contestation permanente Guadeloupe qui a fait que. C'est le folklore. Mais heureusement, c'est du folklore. Ouais. Donc, ça dit un mépris fondamental à la peuple là, ça. Ou pas de capacité, ou pas d'intelligence, ou pas de libre arbitre, ou pas de capacité d'interpellation, ou pas de droit refusé. Et ça, dans la limite là, ça, dans la castration là, ça, qui est obligé de fermer nous. Ouais. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous sommes très contents, encore une fois, de disposer. En tout cas, moi, je suis très content, Guadeloupéens, fiers même de s'en y. Surtout, on a essayé de passer à travers le monde. Et qui ont des pays, l'Occident, avec 90% de toute vaccination, qui ont là, 99% de monde qui couche en réanimation, qui a fait des formes graves de Covid, c'est le monde qui est vacciné, ils ont des 3 doses. Mon chiffre, 63% des gens qui mourent récemment en France, c'est des gens qui ont 2 doses. 2 ou 3 doses. 63% à monde qui meurt dans les hôpitaux. Mon chiffre officiel là, chiffre officiel. Ouais. Et au cas où il y a toujours dit majorité à moun qui mort c'est moun qui vacciné. Il y a continuer de ça en Guadeloupe toujours hein. Ouais. Alors quand on vient en réanimation aux urgences, ou quand moun a 2 3 doses couche en réa, ou quand on ça la télévision, mais pour qu'ils nous prennent canouiller, c'est-à-dire qu'on dit on connaît la télévision et moins soignant, moins qu'à l'hôpital, basté ou la pointe, en pas vrai ça. En pas vrai ça. Ouais. Je dis là, il y a un problème parce qu'il y a estimé que malgré tout ça, il a fait pour un vaccin, pas pour un vaccin, et il y a autant de monde qui sont en réanimation. Hein. Ouais. Ok. Il a fait renfort au vini, mais c'était un renfort, mais pourquoi il veut venir? Allez là. Il n'y a pas qu'à comprendre qu'ils viennent avoir un taux de vaccination de plus de 80%, ou en résistance aussi important à l'infection à Covid là. Ouais. Mais il a pas oublié qu'il a tué 800 personnes. Il a oublié 800 personnes, il a dit il a tué un cap responsabilité en moins. Il a tué 800 personnes entre juillet et octobre 2021. Par non-soins, par l'inaccessibilité aux soins, par refus de soins et par organisation, évidemment, nous pouvons dire à mon qui j'ai un âge. Les pharmacies, c'était des produits qui étaient interdits. Les pharmaciens, les médecins interdits de consulter. Ouais. Okay? Les pharmaciens interdits de délivrer médicaments. Interdits de délivrer médicaments. Ils ont réquisitionné toute disposition, toute ivermectine et toute azithromycine qui est dans les pharmacies pour ne pas délivrer ces médicaments-là. Un praticien qui fait toute espèce de serment possible pour soigner le monde, pour assurer toute liberté soigner le monde, il a dit pas prescrit. Ouais. Et lui-même qui a prescrit en cachette. Pas dit pour le monde ça. Parce que si vous prescrivez, là, il reste qu'à vous un gendarme derrière pour demander qu'on s'arrête prescrit. Une des médecins qui est traduit devant l'ordre des médecins parce qu'il n'a pas de cas respecter ces dispositifs dictatoriaux là, ça l'ARS et à l'État. Maintenant, qui paye nous, c'est une véritable dictature. Donc là, on voit dans une dictature comme ça, des gens qui ont résisté comme ça, nous avons fait avec fierté, avec dignité, en fait, bien qui fier. Parce que nous avons un pays qui a gardé la Guadeloupe, vous savez ça. Bien sûr. Moi, quand vous recevoir des messages journalistes en l'autre pays, qui ont fait la Guadeloupe dans une situation là, ça, de résistance, on l'a sorti, nos journalistes m'ont dit moi ça, ils disent moi ça, mais comment c'est dans votre ADN d'être comme ça? On dit bon, il faut regarder il faut regarder. Il faut qu'on ait un ADN résistant. Hein? Ouais. Mais on va tout comprendre, avec toute souffrance qu'elle nous a subie, avec toute peine et misère qu'elle nous a passée, depuis la paix de l'esclavage jusqu'à tout le chômage, la précarité, chlordécone. Cyclone, comme on dit, le ministre de l'Agriculture français dit hier, il dit que les conibordés, j'entends parler de ça. D'accord, et ministre. Et ministre. De l'Agriculture. C'est qui signait le décret là pour te vendre chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. De manière dérogatoire. Il dit, j'entends parler de ça. Nous avons trouvé dans un petit moment, dernier mot, Christian, là, comme une petite réaction en tant que Guadeloupéen à ce que vous entendez là. Ben, moi, personnellement, d'abord, je ne vais pas m'engager sur ce terrain parce que je ne suis pas un homme violent. Oui. Je suis pour la négociation, mais je partage beaucoup de choses de Gabi parce que il ne faut pas qu'on se foute de nous. Or, depuis l'abolition de l'esclavage, la France a toujours manipulé les choses. Ouais. C'est tout ce que je dirais. Donc, rendez-vous vendredi? Ok, vendredi 16h30, Cinestar. Oui. Le début de Black et sur l'immense. Ok, et avec les présidents. Hein?
Ah, en passant, Ok, voici, ok. C'est obligatoire. non, le pass sanitaire. Le pass sanitaire. Oui, mais c'est voilà. Mais enfin bon, on verra. On verra. Bon, en panier, en tout cas, qui connaissez en prix. 12h57. Mais un dernier mot pour Gabi. Fausse pour vous autres. Et force pour vous aussi, qui fait partie des résistants également de la culture, de la création. Mais si tu permets, j'aimerais quand même... Enfin non, je ne vais pas te poser une question, je vais poser une question à Gabi hors caméra. D'accord, ok, pas de problème. À tout à l'heure, on prend une pause et puis on se retrouve pour la suite parce que l'une d'autres bits à parler avec Gabi. À tout de suite. Voilà, il est 13h05. Je rappelle que nous sommes toujours avec Gabi Clavier. On va justement parler du procès Clavier puisqu'on a le sujet. Mais entre-temps, on a reçu, après Christian Lara, l'ancêtre du cinéma guadeloupéen, on reçoit deux jeunes guadeloupéens dans le cinéma. Yannick Ozine, bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit. On va parler du Rex, le Caribbean Hive, comme ça qu'on appelle. Et puis, on va parler aussi avec Tony Coco-Villouin, qui lui aussi a créé quelque chose, ça s'appelle Épices. Ça nie bon piment. Bon, alors, pour l'instant, on revient à l'actualité. Procès Gabi Clavier, c'était hier, le sujet avec Olivier Félix. Pour cela, ça se posait à la santé, procès, bien à l'hôpital La Pointe, avec toute violence qu'il y a fait, qui sont les personnels, qui sont les malades. Et donc, avec des différents témoins, professionnels du CHU, techniciens de labo, manipulateurs radio, aides-soignants, ASH, nous avons témoigné de quelles conditions nous travaillons. Et ce pourquoi, côté dans sortie, obligé, autorisé, avec poursuivre militants syndicalistes à l'UTSUGTG dans une période aussi grave qui c'est cette période de Covid-là. Mais absolument pas. Donc voilà, encore une fois, ce procès qui est mis en continuation par le tribunal. On a tous vu dans quel contexte, c'est-à-dire que quand on sent une petite fébrilité, le tribunal met en continuation et décide donc d'arrêter le procès. On finit par être habitué, mais vous savez, notre équipe d'avocats de la défense est prête à aller jusqu'à au moins 2023, s'il le faut. Mais nous tiendrons bon, nous résisterons et nous continuerons à crier et à crier le fait que ce procès est un procès d'intention, un procès perdu d'avance d'ailleurs, que ce soit pour la prétendue partie civile, M. Cotellon, ou pour le parquet de la Guadeloupe. Ce procès est perdu d'avance. Nous ferons tout pour de toutes les façons continuer à le dire et à le dire très très fort. Le 15 mars, c'est qu'à 8h du matin, peut-être qu'elle doit prendre la journée. Mais quand on dit, ça prend le temps qu'il faut, mais le j'ai arrêté de parler. Et je ne peux pas dire ça, nous a dit. Alors, dans le premier épisode-là, tu pour même en créole. Oui, dans le premier épisode-là, bon, je l'ai estimé que bon, il n'y a pas à comprendre créole, donc on parle français. On dit, bon, d'une part, alors, vous mettez où à parler français? Hein? Vous mettez où à parler français? Ah non, nos limites quand même. Okay? À d'autres tribunaux en Guadeloupe, en 2022, il quasiment parler français. Quand il parle français, ça n'est pas possible. Ouais. D'autant qu'il y a un traducteur dans la salle-là. Ouais. Okay, Mme l'a dit, le juge l'a dit, il n'y a pas qu'à désigner. Pour obliger, il n'y a pas qu'à désigner. Ouais. On dit, c'est pas grave. Il a dit, deuxième, il a dit qu'il a interdit greffier là, noter communication, moi. Vous faites européenne. On dit, on fait ça, vous manquez pas les créoles. Okay? Ça, vous me mettez dedans, ça n'a pas intéressé. Moi, je viens parler de choses là, je vais écouter moi parce qu'effectivement, c'est eux qui convoquent, je ne vais pas venir tout seul. Ouais. Okay? Et bien évidemment, les avocats dénoncer une justice, hein, parce que c'est clair, c'est qu'à partir du moment qu'on prévenu peut exprimer en anglais, il a d'autant que, attends, en 2022, quoi, nous ne parlons pas de notre tribunal, nous capes créole, nous enseignons créole, nous c'est quoi, nous livrons créole, nous c'est créole. Dans le tribunal, on démoule moins, on n'est pas mon encore. On ne parle pas français, pour que là, effectivement, on fait l'école, on fait études, donc on va un fonctionnaire, on va à l'hôpital, normalement, on ne parle pas français. On dit, pour j'ai dit, on va parler français. Ok? On va estimer qu'on va parler français. Mais dans le tribunal, ça, s'agissant de procès, là, ça. Là, il y a pour en force qu'on va reconnaître, qu'on dit, qu'on va répéter, on traduit sans dire. Okay? Dans l'esprit, dans le langage, dans la dimension qu'il tire là-haut. Okay? Écoutez ça dit, et si vous ne pouvez pas écouter ça dit, ça c'est le problème. Moi qui dis exactement ça envie de dire dans le tribunal là. Tout le monde moi fait ça s'ouvrir. Mais pas question encore une fois que nous aliénons à deux procès comme là, parce qu'il s'agit quand même de quoi? Parce qu'on oublie l'origine du problème, c'est pourquoi devant le tribunal là. Ouais. Parce qu'on dit directeur de Guadeloupéen, natif natal, de quelle violence qu'il a fait contre les soignants qui a assuré depuis 20-30 ans, divini, santé,
performance en établissement de santé, ou ne pouvez pas traiter aux animaux. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire au marche. Donc toute violence là, on peut faire contre ces gens-là, on peut payer. Toute atrocité, on peut faire une femme qui dit 25-30 ans, sortie de l'école. Un grand monde qui 40 ans, dans l'établissement, il y a 4 ans, il y a 2 ans de la retraite. Je le dis maintenant, s'il n'est pas vacciné, fou malcan. Un bout qui est médecin. Moun qui médecin, cardiologue au CHU, qui a assuré consultation, suivi cardiologique, urgence. Demain matin, on va dire dans 15 jours, madame, vous sortez de l'hôpital parce que vous n'êtes pas vacciné. Et vous ne pouvez pas dire rien. Autrement dit, on monde qui poussait à la mendicité, à la précarité, à la dislocation à vie, carrément, à vie et amitié. Il y a même pas Bougonnet dit qu'il n'est pas d'accord. Et que là, on voit trouver une organisation syndicale majoritaire dans l'établissement là, ça, qui a assuré depuis des années, défense, qui allait voir les malades, qui doit les patients, ou quoi poursuivre les dirigeants syndicalistes qui n'ont pas parlé. L'UTS, UGTG en plus, qu'on vous interdit de parler. Après qu'on s'est licencié militant à la CGTG. Et on va dire qu'on soit son Guadeloupéen qui est venu, effectivement, mettre l'ordre. C'est ça, il dit. Il fait 30 ans, ni bordel au CHU. Il veut mettre l'ordre. Donc, il y a une mission de faire, encore une fois, terroriser les gens, harceler les gens, disloquer les vies à gens, interdire, museler les syndicats, licencier les syndicalistes et assurer quoi? Est-ce qu'au pays, un système hospitalier, un système de soignants, une communauté soignante, avec des gens qui terrorisés, qui paient, qui pas pour droit? Non, c'est des zombies que quoi manager. Évidemment, si on dit manager des zombies qu'on a fait en France dans ce pays, non, c'est pas possible. Gabi, alors si par exemple, où tu dis, c'est chaque cochon ni samedi, son appel au meurtre aussi? Mais bien sûr, ok? D'accord. Là, on croit qu'il ne faut pas ouvrir mort. Chaque cochon ni samedi, tantôt que vous nous n'y pisez parole qu'a dit, de toute façon, ça au fond là, même si vous pouvez monter 32 bon Dieu si vous voulez ça qui arrive. Ok? Ou dit une série de paroles que moun a dit moun qui est occupé d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Bon, effectivement, violence là encore une fois, qui est pratiquée contre nous là, qui a supposé un nouvel équilibre. Et c'est pour ça que la démarche sont aussi déterminée, aussi organisée. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en 2022, nous sommes disloqués les gens qui ont pété tout le monde. En plus, ça n'est pas sévère, ça n'est pas positif, parce qu'il n'y a pas les soins qu'on a gagnés. Il n'y a pas de qualité de soins qu'on a gagnés. Il n'y a pas de droit malade qu'on a préservé. Là, on dit que nous comme ça. Nous faisons tout et tout. Quand on applique la loi, tu as prévoir qu'avant de mettre en place les suspensions sans salaire des salariés, il faut recevoir les salariés là. Il faut négocier avec les syndicats là. Il faut regarder qui impact en telle disposition, tinassi, organisation, établissement là. Il faut bien évidemment, avant d'interdire mon travail et pas payer, mon doit congé. Ni congé, ni RTT, ni différents moyens pour. Pour pas payer, pour pas trouver entraver dans la vie. Parce qu'en Martinique, c'est semaine ça a commencé à faire ça. Donc ça veut dire que les soignants qui Martinique, octobre, novembre, décembre, ils payent. Normalement. Parce qu'encore une fois, la direction Martinique, derrière là, il va peut-être chaud, il démissionner. Il dit capacité plutôt. Parce qu'il y a un dispositif, là, on est 80% de gens qui ne sont pas vaccinés. Même si on fait pression, comme on t'a dit, 15-20%, qu'on fait performance à vraiment de luxe, ils n'ont pas gardé les chiffres qui sont vaccinés. Effectivement, l'homme a pris la première dose. Tu t'es gardé travail à eux. Mais après ça, on a dit que c'est troisième dose. Et troisième dose, ni quatrième dose. Ok, ça veut dire quoi? Ou quoi non, mais engagé. Il y a vaccination médicament. Après ça, il y a dire son traitement, un médicament traitement, thème précis à Delphécy, qui a fait quelques jours, mis en disposition à vie. Alors pourquoi tu as ces différences qui sont dans Guadeloupe et Martinique? C'est que là, on voit BAPST ici. Et Français, j'ai vacciné, bon, 80%, il y a licencié français, syndicat français, même pas dit rien, tellement ça a été violent. Ça a été en pleine vacances. Okay? Nous réagissons depuis le 17 juillet en Guadeloupe. Grand bonheur, nous organisons, nous réagissons. Et le mouvement a monté, il y en a, j'avais Martinique. Et donc, pour une première disposition, ils ont reculé data. C'était le 15 septembre, ils ont reculé jusqu'au 15 novembre pour la Guadeloupe. Martinique, dit comme ça, ok, il va chancer toujours. Quand on dit qu'il a appliqué taille tout de suite, depuis le 13 octobre, au motif que Véran dit ça, ministre de l'Économie dit ça, mais il pouvait pas peut-être modifier un texte. Tant qu'il n'y a pas un texte, il a fait railler. Il a commencé à faire railler depuis le 13 octobre, il a compté salaire à moun. Si nous avons touché touché la GM, en novembre, comme il était touché, on partit en mois d'octobre, il a touché moins les impôts commencent à crier pour dire ça, madame, vous nous devez 200, 300, 500, 1000 euros. Parce qu'il y a un pays où il y a une surrémunération en octobre. On va nous violence habiter là. Il n'y a pas touché novembre, il n'y a pas touché décembre, et il y a touché, il y a lettre à les impôts comme quoi il y a touché. Alors, 13 octobre, premier report que la Martinique a appliqué, 15
novembre. Deuxième report, 31 décembre. Martinique a suivi tout le report parce que c'est pour ça que j'ai pu faire par rapport, même l'idée là, à continuité des soins. Il n'y a pas Martinique seulement. On est le droit en Guadeloupe. Ouais. Établissement qui a occupé des gens qui ont fait traitement artificiel. On est l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, instance, établissement national en matière de recherche. Il dit pourquoi appliquer ça? Parce qu'il y a une continuité des soins assurés. L'EFS, il dit c'est à fin janvier qu'il a appliqué ça personnel. Établissement français du sang. Tous les organismes internationaux français qui sont en tête, des directeurs français, ils ont dit pourquoi faire ça? Parce qu'ils n'ont pas ça pour y faire. Si ils suspendent le monde, ils ne peuvent pas faire ni collecte de sang, ni traitement de sang, ni distribution de sang. Ils ont choisi malade là. Le droit dit même bitin. S'il applique ça, il y a 6 mois pour former d'autres infirmiers pour assurer continuité dialyse à des centaines de personnes qui dialysé chaque mois à Kazaï. On y a également d'autres établissements privés à Pitaba, c'est CMS. Il dit pour le moment, il peut avoir qui gens, il peut appliquer autre dispositif parce que si appliqué, non seulement il peut être personnel, il peut être malade. Et il n'y a pas seulement en Guadeloupe, de certains directeurs d'établissement, Montvilem à Bastet, CHBT, c'est Bouchot à l'EFS, à l'établissement santé mentale. On est Cotelon, ok? Il peut terrain à mon grand bonnet et un seul établissement privé, les eaux claires. Ouais. Alors qu'il a tenu un premier report, deuxième report, et c'est à l'air, on a commencé à de suspension à eux. Encore une fois, et certains établissements qui ont dit que tant de négociations pas finies, pas appliquer à rien. Qui a empêché au directeur d'établissement, comme le CHU, négocier, discuter, mettre en place des alternatives pour permettre de continuer le travail, parce que dans l'établissement en force là, il faut ça aussi. Les directeurs d'établissement, ils ont recueilli le personnel là, parce qu'ils n'ont pas été assurés continuité de l'établissement là. Quand on a tué le CHU. Il tuait le CHU, qui en termes de personnel, de vitalité, de fierté de soignants, il tuait. Qui en termes de lits, nous avons fonctionné avec à peine un tiers des lits autorisés. Qui en termes d'activité médicale même. Parce que ces médecins-là, ces personnels-là, ils ont dégoûté. Ils ont déboussolé, ils ont dégoûté l'encadrement, parce qu'ils savent qu'ils font. Et on a près de 500 personnes qui travaillent Covid de CHU. 500. Ouais. Et ces gens-là qui travaillent aujourd'hui là, c'est des gens qui ont sur ce Covid. Autrement dit, à supposer qu'à sortir à Covid, il y a pour un vaccin, il peut y prendre. Ouais. Globalement, combien de monde qui touchent actuellement par la suspension là? En général, il y a plus d'un millier de salariés. Alors, Gabi, avant. On est établissement privé, établissement public santé, nous avons des handicapés, les libéraux aussi, les libéraux, plus d'un millier. Alors, avant de nous bouter, une dernière question. Négociation là, de toute façon, avec les politiques, pourquoi il y a zéro? Qu'est-ce qu'il fait pour sortir dans Babela? D'abord, nous ne pas sortir en Bab. Nous avons gagné revendication. Premier bulletin. Oui. Deuxième bulletin, on doit tout comprendre que nous avons une série de rendez-vous que nous prenons avec le collectif là, qui a assuré depuis le 17 juillet en permanence de la concertation, de la lutte, de la solidarité. Là aussi, une belle solidarité à l'entour des personnels suspendus. C'est extraordinaire. Depuis ça, bon matin, là, on c'était l'équipe de Souza qui était les agriculteurs de qui portaient légumes, des traiteurs qui apportaient manger. Tous les jours, comme on joue fait jour, on est donc en solidarité qui est organisée. C'était Monalo, équipe à Georges Germain avec commerçant Monalo, c'était commerçant Saint-Anne, c'était on m'a crié c'est joué porter tout le monde qui était suspendu. Dans les hôpitaux qui disent tout le monde joué entre les jours là. Tout. Il y a Roxane, nous sommes solidaires qui est extraordinaire. C'est ça qui a fait nous Kembe pas parce que nous avons souffert, nous n'avons pas fait sans salaire pendant 2 mois et demi. Nous sommes pour payer, nous avons fait en France, au niveau de des gens qui abandonnent Kazayo, qui retenaient vers Maman. Donc nous sommes en solidarité qui est extraordinaire, financier, manger, toute espèce de denrées pour nous résister. Et c'est ça qui a continué encore une fois, qu'il faut nous respecter ces gens-là. Il faut nous respecter ces gens-là, tous ces jeunes-là qui poursuivent de la justice. Donc, pas tous ces gens-là qui lâchent là. C'est demain, il va passer. Demain matin, il va passer en appel à Bastet. Nous avons un paquet de monde là qui portent contribution ailleurs dans l'État. Okay? Nous pas de droit là, alors que c'est eux qui, avec eux, nous miser pour la vie. Nous miser, corps nous, vie nous, profession nous, travail nous, pour garantir le droit à la vie en Guadeloupe et respect à la dignité humaine en nous. Et donc, chose là, encore une fois, nous avons certaines difficultés importantes en matière individuelle et nous avons également des engagements collectifs que nous croyons. Qui a dans chaque piquet de grève, nous avons des camarades, nous avons renforcé les piquets de grève en termes de communication, en termes d'information, en termes de culture, pour faire en compte que nous avons une raison, en tout cas fiers de résistance là. Et bien évidemment, des rendez-vous qu'on nous fait semaine passée, des manifestations, des meetings, un bel meeting hier soir devant le tribunal là. Et nous avons des rendez-vous comme ça qui nous disent. Nous avons d'ailleurs pour nous, nous avons en date de grande mobilisation générale le 15 février. Le 15 février, c'est
une date pour nous qui est fondamentale. Là, nous avons fait ça qu'il n'y a fait en Guadeloupe. Tout ça qu'il n'y a fait en Guadeloupe. Pas pour simplement une négociation avec les conseils généraux, conseils régionaux, parce que c'était mon. C'était de respecter le pouvoir et l'autorité politique qui prétend tenir. Aujourd'hui, il y a déjà une solution, tout au moins imposer l'État en dispositif de sortie de crise. C'est certainement pour le soin en Guadeloupe, pour les soignants, mais également pour la société guadeloupéenne, parce que c'est ça qui est posé. Ça qui est en jeu aujourd'hui là, c'est qu'ils ont adopté une crise aussi majeure où les politiques, les décideurs politiques, taisant et qu'à laisser la place pour qui moun. Des gens qui sont affiliés à des ordres occultes, des gens qui ont mangé et boire en mer à l'État, des gens qui ne sont pas libres, des gens qui ne sont pas libres et qui loguent en tout butin. Ils loguent en tout butin, ils loguent en médecine, ils loguent en syndicalisme, ils loguent en tout butin, ils ne sont pas gens qui loguent dans le droit à la vie. Ouais. Et des gens qui rampent, des gens qui rampent. En pays, tout le temps, nous connaissons qui est en tout cas, nous connaissons tous. Nous connaissons. C'est des grands gens en Guadeloupe, ça pas au cours. Et ça, chaque monde vaut. Ça, on a oublié. Hein. C'est qu'il parcours pour des militants comme moi, ok, qui a depuis 40 ans. Parcours tout cela qui a monté descendre la parole inutile contre les résistants, contre les soignants, contre les Guadeloupéens, contre les syndicats Guadeloupe, qu'on parcours tout. Et ça, il faut d'abord, en tant que citoyen, mais surtout en tant que homme et femme. Vous connaissez pas quoi tout. Et tout le temps, nous qui avons parlé pour voir pourquoi. Il y a aussi en allégeance, en soumission vis-à-vis de l'ordre établi. Nous prenons le 15 février. Le 15 février, nous prenons et tous les jours, nous invitons les camarades. Le 14 février, c'est un jour important en Guadeloupe. Oui, nous savons ça. C'est 14 février 52, ce que nous connaissons. Voilà. Bon. Nous allons dire merci, Gabi. Et bon, force, c'est pas la guerre. 13h21. Nous avons demi pour parler avec Simon salle de cinéma. Parce que nous commençons par Ousine, parce que c'est la première fois qu'il vient. Yannick Ousine, bonjour. Le Hive, qu'est-ce que c'est exactement? Caribbean Hive. Alors, Hive, c'est la traduction de ruche. Oui, bien sûr. Caribbean Hive, ça veut dire ruche caribéenne. Oui. Et son principe, alors on peut parler en créole, pas de problème. Attends, on va comment vous. Commandant, si vous pouvez parler en créole, ou pas au tribunal ici. En fait, non, Hive, c'est en réflexion qui fait depuis au moins 10 années par rapport à monde qui est spécialiste dans des domaines du cinéma. Alors, ça, nous avons remarqué, c'est que chaque monde poste à travail en casa. Par exemple, mon fait son, il tout matériel en casa, moi un fait montage, un tel café tel butin. Donc toujours réfléchi pour nous dessembler en côté. Ouais. Et donc ni 3 années nous arrivons investir, nous dit partager les anciens locaux du cinéma Rex, mais en tant que locataire parce qu'il était qu'à fonctionner toujours. La crise a arrêté l'activité à yo et qui fait que le fait que nous étions là, nous trouvions j'aimerais ça, on voit pour nous développer ça, nous fait donc rassemblement là qui fait que Hive nous créer cette association là. C'est plusieurs qui semblaient là. Plusieurs assemblées, voilà, plusieurs sociétés. C'est important parce que ça une association, c'est monde là, c'est plusieurs sociétés qui spécialistes en Pixmount, Scripto Caraïbes, SL Sound, Varan Caraïbes et Zion Film. Exactement. Ouais. Alors chaque c'est une spécialité. Pixmount c'est tout ça qui est fait spéciaux. Café infographie, quoi. SL Sound, c'est bon, non académique. C'est son, oui. Varan Caraïbes, c'est une association qui a formé moun pour écrire documentaire et il y a une ligne très particulière. Bon, moun déjà connaît normalement Varan Caraïbes. Scripto Caraïbes, c'est une association qui a aidé les auteurs, mais en fiction, contrairement à documentaire, donc pour écrire film. Pour rédiger ces scénarios-là. Exactement. Les Zion Film sont une société de production. Et nous avons fait film aussi, donc nous tenions actualité dernièrement par rapport à un film dans cette Timouna. Oui, voilà. Qui t'a pris d'ailleurs. Exactement. Donc du coup, AFC, rassemblement à tous ces mounassa pour nous défendre en nouvelle structuration, à Jean-là, nous avons fait film. Alors, est-ce que lieu-là, je choisis là, l'ancien Rex, il est opérationnel réellement? Non. Alors, il n'est pas opérationnel, hein, dans le sens qu'il est opérationnel pour faire cinéma. Peut-être si vous le verrez ouvert en salle cinéma. Mais par rapport à l'âge là, il est là, et ça nous veut faire parce que nous arrivons à une nouvelle génération qui a utilisé de nouveaux outils, qui plus performant qu'avant. Au numérique, il faut dire, c'est ça? Exactement, tout ça qui est numérique. Donc, nous sommes obligés de revoir tout agencement à bâtiment là pour nous voir que j'en nous fait un outil. C'est important de préciser, nous faisons un outil plutôt qu'ils ont d'autres cinémas. Parce que nous avons vu que depuis un paquet d'années, en tout cas, écoutez, Christian avant nous, qui t'a expliqué, ça nous doit être fait avec des films qui ont servi à Don Pep. Et du coup, ça est important, c'est que pendant 10 années, tous les politiques qui participent à la fabrication à des projets ponctuels.
Là, on a pensé que la réflexion là a changé par rapport à un projet là nous mener aussi avec Hive pour nous dire que vaut mieux investir dans les outils qui a fait sortir un paquet de projets. Et l'idée là, c'est de mettre en place une chaîne qui est efficace et qui a fait que chaque année, oui, c'est un petit Hollywood. Exactement. En grand studio. Alors, on avait dit un petit Hollywood. On dit un petit Hollywood. Mais c'est exactement ça. L'objectif, c'est que nous puissions fabriquer un film de A à Z. Que ce soit écrit jusqu'à diffuser, puisqu'il y a une salle toujours dedans. Donc, voilà. D'accord, ok. Et puis, deux petits mots avant, nous prenons un break là, puisque nous là encore jusqu'à 14h, nous n'y temps. Deux mots, Tony. Alors, épices pour les gens qui ne savent pas. École préparatoire aux initiatives cinématographiques. Donc c'est effectivement une école qui s'est ouverte maintenant depuis plus d'1 an et qui accompagne toutes les initiatives cinématographiques. On a mis en priorité l'éducation à l'image, en imaginant toutes les conséquences qu'il y a aujourd'hui en particulier, mais ça fait un bout de temps que ça dure parce qu'il n'y a pas vraiment une dynamique d'éducation aux images en Guadeloupe, chez nous. On voit les dégâts que ça fait, on mesure ce que ça fait sur l'identité. On parlait de différentes choses, mais tous les États ont ce qu'ils appellent des programmes emblématiques de leur société. Oui. La France a 10 programmes emblématiques de la société française. Il n'y a aucun programme qui nous concerne directement. Donc il y a un moment où il faut poser la question de qu'est-ce qui est emblématique. C'est-à-dire comment les gens se repèrent. Et ça se passe dans les foyers, ça se passe dans les pratiques domestiques, de comment on sélectionne. Tout le monde a une télécommande chez soi. Je l'ai déjà dit ici même, personne n'a une éducation à la télécommande. Et ça a un nom, télécommande. Bien on a commandé. Okay. Donc ça, c'est important de sensibiliser les gens parce qu'on voit comment la population guadeloupéenne s'est retrouvée 3e consommatrice au monde de certaines productions qui sont complètement extérieures à la Guadeloupe. Pour le Netflix. De Netflix, en l'occurrence. Martinique en 2e position. Donc on a réagi déjà sur cela et on a analysé, on a compris pourquoi. Mais je voudrais juste revenir aussi pourquoi la nécessité d'une école de cinéma. Une école de cinéma, on est dans le domaine de la communication, c'est important. On va en parler tout à l'heure, mais je voudrais avant quand même, Tony Covilloin, vous étiez à la région, vous avez créé quelque chose, un outil, et semble-t-il, on dit que l'outil a disparu. Qu'est-ce qui passe exactement? C'est-à-dire que l'école, en fait, c'est ce que ne peut pas faire le public. Hein. Donc, effectivement, j'ai demandé à une rupture conventionnelle pour pouvoir mettre en place ce qui manquait dans l'écosystème de Guadeloupe. Alors oui, la commission du film, la commission régionale du film de Guadeloupe a fonctionné pendant 12 ans. Hein. Pour rappeler ce que c'est qu'une commission du film, c'est important, et son rôle, c'est d'accompagner non seulement les productions locales, de structurer la profession, de mettre en place des axes de développement, de promouvoir le territoire. Permettre aux techniciens guadeloupéens aussi de référencer les compétences des techniciens. On est arrivé à un contingent de 850 techniciens, artistes et figurants pour la Guadeloupe, c'est pas rien quand même, filière par filière, commune par commune, de savoir combien d'opérateurs prise de vue il y a à Baïf, combien d'ingénieurs du son il y a au Moule. Un outil impartial, parce que les sociétés de production, elles sont de l'ordre du privé, c'est normal, elles doivent défendre aussi leurs intérêts. Mais une société de production qui embauche 150 personnes en Guadeloupe, dans l'année, c'est déjà une grosse activité. Bien sûr. A pris conscience qu'elle ne connaît qu'un tiers du potentiel. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Donc si on n'a pas un appareil impartial qui donne la chance à n'importe quel technicien, n'importe quel figurant, n'importe quelle personne formée, quel professionnel, et ne pas être dans des obédiences et dans des clans, parce que je disais, c'est important, et pour une école de communication, on ne peut pas, il y a une chose qu'on a appris par rapport à la liberté, Gabi, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est la seule liberté que l'être humain n'a pas. On ne peut pas ne pas communiquer. Ça veut dire que même quand je décide de ne pas communiquer, c'est là qu'a commencé à communiquer même. L'école de Baxine, Palo Alto, et ce sont des choses importantes parce qu'on a des attitudes à avoir qui des fois sont adaptées pour réussir une bonne communication. Les transactions, les négociations en font partie, ce sont des types de communication, mais nous avons aussi quelquefois des attitudes inadaptées comme la fuite, comme l'attaque, comme l'inhibition, c'est-à-dire ne pas prendre de décision ou alors être dans une certaine forme d'agressivité. Donc c'est dans des écoles de cinéma que nous apprenons également tout ça et nous partageons avec l'ensemble des Guadeloupéens qui sont inscrits. Maintenant il y a 115 utilisateurs, parce que nous sommes dans l'innovation avec notre plateforme de e-learning. D'ailleurs d'autres universités commencent à l'utiliser pour d'autres besoins. Et voilà, donc l'utilité d'une école c'est ça, c'est de former des professionnels de demain. En complémentarité avec ce qui se fait au BTS de Pointe-Noire, avec le campus métier, avec ce qui se passe au niveau du REX, où évidemment nous avons une observation avec le ministère de la Culture dès l'origine de cette histoire-là, parce qu'il faudrait
on va peut-être un jour rappeler l'origine de cette histoire-là. Oui, bien sûr. Pourquoi le ministère a dit qu'il ne donnait pas, qu'il ne renouvelait pas la convention à tel endroit, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça puisse de nouveau devenir une salle de cinéma, et pourquoi il y a eu abandon. Donc ça, il va falloir peut-être remettre toujours... Le cinéma, c'est ça, on revient toujours à la cause des choses, l'origine des choses. Et on essaie de leur donner la bonne définition, et pas de rester sur des yo-yo-dis ou des paroles acquises. Il faut échanger, il faut poser les bonnes questions, et se dire, tiens, à quoi servent telles choses? Quand ça disparaît, la commission du film, rapidement, depuis 2 semaines, on ne peut plus avoir... C'est-à-dire que quand, concrètement, je suis japonais, je suis américain, je suis français, bref, je suis guadeloupéen, je veux investir en Guadeloupe, je clique sur un bouton, on me dit, voilà, quelles sont les conditions d'accueil, de sécurisation du territoire pour travailler au respect du code du travail. Et bien là, on me dit qu'il faut aller en Martinique. Tout le monde peut le vérifier à l'heure où je parle. C'est-à-dire qu'il y a 2 territoires français qui, à l'heure où je parle, et j'ai écouté les informations avec grand intérêt, il y a 2 territoires aujourd'hui qui sont interdits de commission du film, qui n'en ont pas, c'est Nouvelle-Calédonie et Guadeloupe. Quelle coïncidence. Donc ce que je dis, il faut savoir que ce sont des outils, c'est-à-dire que les choses se passent. Oui. Et à force de cécité dans ce pays-là, de ne pas les regarder, il y a toujours qu'à prendre nous par en bas. Ouais. Donc je dis, essayons de réfléchir, se dire... Il n'y a pas de tourisme sans image. Oui. Donc, il y a encore pays au monde, ça existe. Donc, a fortiori, économie du tourisme, et ça, on ne va pas parler de ça, parce que s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas ça. Ouais. Okay. Donc il n'y a pas d'information sans image. Avec quoi on fait quoi aujourd'hui sans image? Aujourd'hui, il y a un plateau télé sans image. Par contre, on est en arrogance totale par rapport, pas aux professionnels, hein. Ouais. Je parle du système même qui fait que ça existe, qui fait qu'on peut s'exprimer librement, qui fait qu'on a des choses à conserver, des choses qui font que aussi on peut se retrouver un professionnel de Guadeloupe quand il va à l'extérieur, il dit voilà, j'étais dans telle production internationale, ça l'aide et ça a aidé l'ensemble des sociétés de production. Quand j'ai alerté sur la fermeture de cette commission du film, comment j'ai été alerté? Par ça. Parce qu'il y a une étudiante qui fait une thèse en ce moment sur l'économie du cinéma aux Antilles, encadrée par Alain Morin et par un professeur de l'université de Bucarest, sur l'économie et le rôle du levier économique d'une commission du film, parce que c'est mondialement connu. Ouais. Et la Guadeloupe a excellé à ce niveau-là, avec des résultats impressionnants, que d'autres ont jalousé. Alors, on a eu des producteurs locaux qui disaient, il y a une pédagogie qui a mis des années, hein, qui disaient, ah oui, mais c'est un concurrent, vous venez machin, comment ça... Impartialité, service public, parce qu'on a du mal avec le service public aussi, quand il est sain, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est transparent, on a du mal avec ça. Donc, une fois que c'était posé, ça gênait les intérêts privés de certaines structures, parce qu'on avait un outil enfin impartial, avec une obligation d'impartialité, avec une mesure de cette impartialité. Donc, les yo-yo-dis, je le disais tout à l'heure, attitudes inadaptées pour faciliter la bonne communication, font qu'on dit tout et n'importe quoi. Et il faut qu'à chaque fois qu'un journaliste vienne, j'ai eu à venir ici des fois pour recadrer, réexpliquer, dire voilà à quoi ça sert. Quand on est dans la Caraïbe, comment on aurait mis en place la convention avec d'autres chaînes pour les producteurs locaux ici s'il n'y avait pas eu ça? Comment on aurait fait que de réduire les délais de paiement de 1 an à 3 mois ou 6 mois s'il n'y avait pas eu ça? C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné parler, et les producteurs ont dit ah ouais, maintenant on a compris pourquoi. Ils ont mis du temps. Donc après ce chemin parcouru, qu'on se rende compte qu'on arrive et qu'on est sur un territoire non sécurisé, il y a des financements, ok, mais non sécurisés parce que pas de commission du film. Très clairement, dans l'industrie du film, ça veut dire ça. Vous allez sur une carte, vous voulez investir, vous allez tourner dans un pays, n'importe lequel, à la Dominique n'importe lequel, vous voyez qu'il n'y a pas de cadre réglementaire pour accueillir les professionnels et qu'un territoire n'est pas qu'une banque, c'est pas un guichet qui donne de l'argent, il y a une structuration, il y a un écosystème qui ne s'invente pas, qui se crée avec les professionnels. Ce sont les professionnels qui ont demandé à ce que cet outil existe. Qui a détruit cette structure? Alors, je ne dirais pas que c'est détruit, je dirais qu'il y a une inertie. C'est-à-dire que c'est un outil qui est une veille informative et administrative. C'est-à-dire qu'elle fonctionne 24/7. Et les gens qui ont eu affaire à ce bureau-là le savent très bien. Ça fonctionne 24/7. Il n'y a pas d'heure. On est tout le temps d'astreinte, entre guillemets. Je dis ça parce que j'ai formé la commission du film de Martinique et de Guyane. Parce qu'avant, la Guadeloupe représentait Guadeloupe, Martinique et Guyane. Et nous avons été la seule commission du film à siéger au niveau national pour faire augmenter le crédit d'impôt international, pour augmenter l'attractivité et les devises qui sont rentrées en Guadeloupe à coût de 15 millions par année. Donc aujourd'hui, comment on fait avec les 87 personnes qui vont peut-être rejoindre Gaby Clavier, entre autres? C'est ça que je dis, moi je pose. On y revient tout à l'heure, on prend la pause, on se revient tout à l'heure. Il est 13h33, 34.
Merci Gabi de venir porter témoignage. Nous qui suivons ça avec fait de toute manière comme d'habitude dans le canal 10 toujours là. Et puis le 15 février, nous quand allons d'autres. Voilà, 13h40, retour sur le plateau du ZCL News. Je vous rappelle que nous sommes avec Tony Coco-Villouin de Épices. Bonjour encore. Bonjour. Pour le monde qui partait ça vous va, mais on sait que j'ai branché puisque Facebook là a tourné. Et aussi avec Yannick Cousine de Caribbean Hive. C'est ça. La ruche Caribbean Orex. D'ailleurs, le logo là, c'est belle. On revient à l'actualité. On revient vers vous dans un instant, messieurs, puisqu'il y avait ce matin une conférence de presse à Air Caraïbes. Nous y étions. On a vu le nouveau patron, pas d'Air Caraïbes, mais enfin de la structure, puisqu'il y avait Jean Guadeloupéen qui a été nommé, c'est Johan Paulin, voilà, merci, le nom m'échappait, et un nouveau patron. Reportage Stanley Manicon, c'est sur place. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le trafic aérien n'avait jamais connu, même dans des moments difficiles. Rappelez-vous les tours, le 9/11, on avait connu un impact aussi terrible. Et puis surtout, cette crise, elle a été constituée de stop and go. Ça nous a affaiblis, mais nous avons vraiment tenu avec le management, avec nos personnels, avec le groupe du Breuil, à préserver l'avenir. J'espère que nous allons sortir de cette crise très rapidement. En 2022, nous avons déjà donc des prémices de sortie de crise. Donc après la crise qui a été très violente, comme vous le savez, sur les dernières années. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment en finir avec donc cette crise sanitaire et ressortir et revenir dans un monde un peu différent, certes, mais dans un monde qui nous permettra de pouvoir voyager comme nous le faisions auparavant. On a vécu un drame dans cette entreprise. On a perdu il y a moins d'un an notre directeur général, Olivier Bénard, dont je salue la mémoire. On a pris du temps et en même période, Johan Paulin, qui était un de nos meilleurs cadres, a pris cette place, l'a occupée, mais maintenant Johan veut faire autre chose dans sa vie, tout en restant très proche d'Air Caraïbes. Il est notre administrateur sur le plan régional, on va dire, et il va nous apporter toutes ses connaissances et tout son environnement. Après 16 ans, j'ai quand même le sentiment du devoir accompli. Pendant ces 2 dernières années de crise, on a énormément travaillé avec l'ensemble des équipes d'Air Caraïbes pour pouvoir améliorer notre fonctionnement, se restructurer pour sortir plus fort de cette crise. Alors maintenant, je change de mission, je monte d'un étage, puisque je vais être du coup membre du conseil d'administration, donc avec un rôle beaucoup plus dans la stratégie. Donc c'est ce que j'ai essayé de démontrer aujourd'hui, de dire qu'on passe à l'offensive, on a un axe environnemental fort, on a des nouveaux outils qui nous permettront d'être plus efficaces, et donc je vais être aux côtés de la famille du Breuil et de Marc Rocher dans un rôle plus stratégique. Je passe maintenant le flambeau à Éric Michel sur la partie opérationnelle, parce que bien évidemment, il faut s'occuper de l'exploitation au quotidien. J'ai eu le bonheur de travailler dans quelques décennies dans le monde de l'aérien, et oui, je ferai tout effectivement pour pouvoir donc collaborer avec Air Caraïbes pour les mettre donc dans le meilleur des succès à venir. Je pense qu'Air Caraïbes a vraiment donc un potentiel pour pouvoir être d'une compagnie qui va vraiment réussir, qui va être pertinente sur le marché et qui va se développer. Donc suivez bien l'activité d'Air Caraïbes, parce que je pense qu'elle va évoluer dans de très très bonnes directions. Oui, effectivement, c'est un vrai mercato, puisque Éric Michel était à Air France, il a quitté Air France, il est passé à Air Caraïbes, c'est là de Darabaï. De l'autre côté, Air Caraïbes a annoncé donc la mise en service d'un nouvel avion, effectivement, un Airbus 350 000. Et dans la concurrence, on parle d'Airbus, mais 330. Alors, on a posé la question, savoir la différence. Et bien, je dis bien simplement que 330 là, mais j'ai moins dépassé, c'est celui de Corsair, et ils sont passés aux 350 000. Bref, à suivre. Adi, matinée d'aide entrepreneur, parce que les Guadeloupéens ont besoin de création d'entreprise, de créer leur entreprise, et c'est ce sens que Stanley Manicor s'est rendu à l'ADI. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez le reportage. Notre leitmotiv aujourd'hui avec l'ADI, c'est de permettre à chaque personne de révéler l'entrepreneur qui sommeille en lui. Donc pour aider les gens en fait à lever tous les obstacles, les freins, surtout psychologiques et aussi administratifs, pour leur dire qu'en fait on peut vous accompagner si vous voulez être entrepreneur. En plus des microcrédits que l'ADI propose, on fait également de l'accompagnement avec des ateliers, des formations, de l'accompagnement sur mesure. Ça ressemble un peu à du coaching, où chaque entrepreneur en fait a un conseiller attitré qui l'accompagne dans l'activité. Je ne connaissais pas du tout, et puis j'ai eu
comment dirais-je, un employé de la mairie hier qui m'a dit de venir faire un tour parce qu'ils seront là ce matin. Alors je suis venu parce que la question c'est que j'ai fait des tableaux à la mairie et jusqu'à présent je ne suis pas encore payé. Et il me manque des informations. Donc nous avons rendez-vous la semaine prochaine. C'est aussi une réponse au niveau de l'insertion. Nous avons beaucoup de porteurs de projets qui viennent vers nous, qui demandent donc d'être accompagnés et surtout de connaître les différents dispositifs qui existent. Donc nous avons, pour rôle de les diriger, soit vers la région, le département, ça dépend, ça va dépendre, le Cap Excellence. Et BMAO a toujours été aux côtés des jeunes et moins jeunes, bien sûr, qui ont des projets. Nous avons un tissu économique qui n'est pas restreint, mais qui a besoin de s'étoffer, donc avec des innovations, de nouveaux produits, de nouveaux services. Aujourd'hui, on amène un packaging complet, c'est-à-dire même si l'Asie n'a pas forcément tous les outils, mais on est là en fait pour rediriger vers les bonnes structures, vers les bonnes personnes, vers les bons outils pour pouvoir lever les différents obstacles de l'entrepreneuriat. Une entreprise ne peut pas être pérenne si elle n'a pas une bonne comptabilité, une bonne gestion. Il faut aussi connaître tout l'aspect juridique qu'il y a autour donc, du monde de l'entreprise. Donc on ne se lance pas comme ça, et on se lance bien sûr en ayant fait donc un business plan, en ayant étudié le marché. Voilà, on revient à nos deux invités. Je vais vous poser une question que j'ai posée tout à l'heure à Christian Lara. Est-ce qu'on peut commencer à parler de cinéma guadeloupéen réellement? Est-ce que, je parle au niveau de l'industrie, parce que en fait, je disais tout à l'heure, et sans rigoler, qu'on avait un petit Hollywood, c'est-à-dire où on réunit sur un même lieu toute la filière du cinéma. Est-ce que ça veut dire que ça préfigure d'une industrie cinématographique, aussi bien épice qu'à Caribbean Hive? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il faut y arriver. Il faut y arriver parce que nous sommes dans une économie de marché on regardait les informations concernant les compagnies aériennes. Les transports aériens, c'est un volume en général important sur les bordereaux de production. Même quand on fait de la production locale, il faut toujours faire venir des choses, etc. Donc il y a l'octroi de mer qui joue, il y a un certain nombre de choses qui jouent là-dessus. Et puis une industrie, ça se structure. Quand on parle d'industrie, l'un des premiers termes qui arrive, c'est le terme de normes ou de standards. Oui. Dans quel standard cette industrie se joue, selon quelles normes elle se joue. Et ça sont des choses qui se définissent ensemble et pas en puzzle, évidemment. Et le rôle d'une collectivité notamment, comme la région, puisque ce sont ces collectivités-là qui ont ces compétences-là au niveau régalien, on va dire ça, parce qu'il y a des conventions qui sont signées. C'est un rôle de structuration, de développement, d'encadrement et d'accompagnement de tout ça. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont faits, mais comme je disais, ça demande une vitalité sans sommeil à aucun moment. C'est-à-dire que le moindre temps de pause, c'est déjà trop tard. Ouais. J'évoquais cette page en question, c'est entre 2000 et 8000 investisseurs qui voient cette page par jour. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et là où ça devient compliqué aujourd'hui, c'est que nous avons préparé le renouvellement de cette convention pour que la région Guadeloupe puisse, et les professionnels de Guadeloupe puissent rester, entre guillemets, raccordés à ce réseau international. Ouais. On parle de réseau international. Et là, aujourd'hui, la structure qui permet cette adhésion n'existe même plus au niveau national, qui était Film France. Parce qu'il y a eu un conseil d'administration, depuis fin septembre, il n'y a plus de commission nationale du film. Donc toutes les régions se sont organisées, elles avaient 1 an et demi, 2 ans pour cela, pour s'organiser, pour pouvoir raccorder directement le ministère de la Culture, qui est aujourd'hui la structure qui dit si on est adhérent ou pas. Je vous laisse imaginer tout ce que ça veut dire dans le contexte actuel. Parfait. Bon, je vais rebondir sur ce que Tony dit en essayant de pallier un peu le discours, dans le sens où nous, on est des initiatives privées, artistiques, où on a fait face aux problèmes dont il parle. Alors je vais rajouter par exemple les personnes qui sont formées à Pointe-Noire et qui doivent partir en France pour avoir des outils qui sont... et du coup, quand ils sont en France, ils ne reviennent plus. Alors l'idée, c'était pas de se dire qu'on va réformer toute la région ou toutes les... comme ce qui s'est passé avec le Film France ou le BAT. Mais c'est surtout de voir autrement, de se dire qu'avant les théories, il y a d'abord la création, il y a d'abord ce que nous sommes, culturellement, dans ce qu'on veut raconter, comment on le raconte, pour ensuite parvenir à ce qu'on appelle structure. Alors nous, on a
détecter des problèmes qui sont réels, comme je disais, la méconnaissance des conventions, par exemple, qu'il y a dans le cinéma. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est l'intermittence qui prime. Donc tout le monde a des auto-entreprises, qui fait que ça casse le prix du marché. Et du coup, on a une espèce de cycle mauvais qui va vers la non-fabrication, on va dire. Donc l'objectif, c'est, au-delà de tout ce qui représente les coûts, les lois et les conventions, c'est d'abord de se dire, bon, mais on a des choses à dire, on est un peuple qui a des choses. Et concernant le bâtiment en soi, le Rex, la question était simple pour nous en soi. Comme on était dans les lieux, c'était de se dire, une fois que ça ferme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va? On essaie de faire comme on peut, comme on a fait avant, ou est-ce qu'on se dit qu'on fait quelque chose avec le bâtiment? Alors c'est intéressant parce que quand on y a pensé, on a vu plusieurs personnes et la région a vu ce potentiel. Donc ils se sont investis avec nous. Le projet commence à voir le jour dans ce sens-là, puisque maintenant... J'ai reçu à plusieurs reprises M. Nelson qui m'a dit, bon, Yoka. Ah oui. Yokai. Alors Yoka et la région. Oui. En tout cas, oui. Ça devient concret. Oui. Là, on a déjà beaucoup de séances de travail avec des commissions pour ce projet. Alors, il y a vraiment une partie immobilière, on va dire, qui est très importante et qu'il faut distinguer de la partie administrative, création, film et autres. Donc, c'est des choses qui vont prendre un petit peu de temps, peut-être des années, 2-3 années, avant que ce soit concret et fini. Alors, une ruche comme Caribbean Hive, quelle impulsion ça peut donner au cinéma ou aux cinéastes guadeloupéens d'une manière générale? Mais l'objectif, c'est qu'il retrouve ce dont il manque dans la chaîne. Oui. Si c'est un très bon scénariste, mais qu'il lui manque le reste, il peut trouver ça là-dedans. En participant aussi à l'association, donc quand ce sera bien établi, ce sera pour tous les professionnels d'avoir un outil aux normes internationales dans lesquels ils pourront fabriquer leur film. Comme je dis, fabriquer un film, c'est facile de dire on fait un film, je fais un film. Mais entre faire un film et produire un film, il y a écrire, il faut tourner, il faut trouver les financements, il faut... Et donc toutes ces étapes-là, une fois qu'elles sont détaillées, chaque personne sait où il se trouve par rapport à son projet. Et en soi, le but, c'est de satisfaire tout le monde, que ce soit de l'écriture jusqu'à la diffusion. Ce qui reste un problème. Hein. Parce que si on n'a pas certains comment je vais dire ça? Si on n'a pas de diffuseur, par exemple, au départ, quand on a un projet, c'est compliqué. Et les diffuseurs, on dépend d'eux. S'ils ne choisissent pas notre projet, voilà. Alors justement, j'allais poser la question à Tony, parce que Tony a un petit peu voué à l'époque pour que Canal+ devienne partenaire de la région. Canal+ Caraïbes vient de créer une chaîne de diffusion. Alors est-ce que justement cet outil va être au service de nos producteurs, de nos réalisateurs, et comment ça va s'établir? Parce qu'ils ont dit que j'ai invité le nouveau patron, M. Bell, je crois, ici. Il nous a dit qu'ils ont à peu près 200 films, documentaires et autres, etc. Alors, est-ce que la création de cette chaîne de diffusion peut être pour nous une possibilité de visibilité supplémentaire, ou est-ce que c'est juste un coup de com'? Non, moi je pense qu'ils vont faire comme ils font en Afrique, comme ils font partout, quoi. C'est normal, c'est une logique... il y a d'autres choses. Oui, mais c'est normal, c'est logique, c'est de bonne guerre. Et puis, nous, on travaille très bien, l'école travaille très bien avec Canal+, l'école travaille très bien avec Digicel, qui est en train de monter également sa chaîne, et dans les mêmes proportions. L'école travaille très bien avec Netflix, qui existe déjà là depuis un bout de temps. Donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir pour accompagner des initiatives comme celle-là. Parce qu'en attendant que le studio soit construit, il faut bien que nous, on soit déjà connectés avec des studios. Oui, bien sûr. Donc là, on est en train de signer une convention avec Studio Provence, au niveau qui devient le Hollywood national. Bon, il se trouve que ce sont des gens qui ont travaillé avec les commissions du film, qui sont des anciens film commissionneurs. Donc il y a ce réseau-là aussi, c'est 400 personnes quand même dans le monde. Il y a ce réseau-là qui est complètement ouvert, tourné vers l'émergence des talents sur les territoires. Et je crois que mon rôle aujourd'hui, avant commission du film, avant que je travaille en région, c'était déjà ça. C'était déjà comme a dit un producteur d'ici, et je salue aussi le syndicat des producteurs de cinéma d'audiovisuel en Guadeloupe, parce qu'ils se bougent pour faire avancer les choses. Il faut reprendre la machette et redescendre dans la mangrove. Moi, j'ai aimé cette initiative-là, parce que je suis peut-être taillé pour ça, c'est ce qui me plaît. Je l'ai fait au cinéma La Clé à Paris il y a 1 an, pour défendre la Guadeloupe, pour dire voilà, on ne peut pas laisser fermer une salle de cinéma de la diversité dans la capitale, parce que c'est la mort de la visibilité de tout ce qu'on essaie de faire là si on veut aller ailleurs. Donc je dis qu'il faut faire ce travail intra,
mais il faut faire ce travail aussi à l'extérieur parce que le marché, la démographie, elle ne va pas en se développant, ni endémique, ni quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'on a plus de gens localement qui ont envie de nous voir ? Statistiquement, c'est pas ce qui est dit. Bon, maintenant, donc il faut qu'on avance avec ça. Je suis très content que la région ait entendu notre cri d'appel et d'alarme également, pour dire qu'il va falloir que la commission du film adhère de nouveau très rapidement dans le mois qui vient, parce que chaque jour est un jour de trop, adhère de nouveau à ce réseau national qui ouvre et qui assure une promotion gratuite pour tout le territoire. Et qu'on ne parle pas de nous seulement parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Voilà, l'une des conséquences directes, c'est la semaine dernière. J'ai eu le coup de fil de maire de ville, de Guadeloupe, qui a eu un tournage qui s'est fait sans autorisation de tournage. Et il y a eu une diffusion sur les chaînes publiques. C'est-à-dire que dans une position où on est dans une illégalité juridique, et les gens ne le savent pas, c'est-à-dire qu'on redevient dans cette espèce de truc qu'on dit mais vous êtes dans une république bananière. Moi j'aime pas entendre ce mot-là. Même en termes pour nous journalistes, on n'a même pas l'information quand il y a un tournage ici. C'est aussi tout ça. Oui. Alors autre chose, ça c'est une autre question qui revient souvent chaque fois qu'il est notre invité. Christian Lara dit souvent que le cinéma guadeloupéen ne doit pas seulement se contenter au documentaire, pour les longs métrages. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. Mais il a raison. Il a raison, mais en même temps, je dirais très rapidement, quand on est cinéaste, on sait très bien que le plus beau film de fiction, c'est un documentaire, et le plus beau documentaire est un film de fiction. Donc, dans une école de cinéma, dans quel film il n'y a pas de documentaire, surtout ceux de Christian, on est très quand même ancré dans la manière même de faire ces films, à l'authentique, et c'est ce qui fait aussi l'une des raisons d'intérêt que le monde a dans le cinéma de Christian, c'est cette manière de convoquer de l'authentique, où on n'est pas sur la forme, où on n'est pas sur l'esthétique, parce que techniquement, on sait très bien que ce sont des films faits avec des bouts de ficelle, mais ils ont le mérite d'exister et ils véhiculent aussi une certaine idéologie. Et je voudrais revenir avec Yannick là-dessus, quand on disait, avant de dire on fabrique en machin, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle idéologie on est ici pour avancer? Et quelle est la fonction sociale de l'audiovisuel, du cinéma en Guadeloupe, par exemple? Ces questions-là, on a besoin de discuter aussi avec les gens pour avoir des réponses. Il y a des projets dans Léo? Oui. Oui. Pourquoi dire il y a un Léo? Bon, on peut. Du coup, notre prochain film court-métrage qui sort la semaine prochaine au RCM de Martinique. Donc ça, c'est la partie Zion Film. Sinon, le reste, le projet avance petit à petit. Comme pour revenir sur la question d'avant, les longs métrages, je me rappelle à l'époque quand je travaillais avec Samuel Tanda, juste pour une petite dédicace, il disait qu'il faut créer pour exister. Il faut créer? Pour exister. Ah oui. Alors, il a raison parce que il n'y a que comme ça qu'on peut voir déjà ce que vous savez faire, ce que vous êtes. Et ensuite, les films, c'est maintenant un média international. C'est un média auquel tout le monde a accès vite fait sur Internet. On tape n'importe quoi, on peut avoir des films. Donc oui, l'objectif, c'est plus on a de films, et mieux on sera compris, je dirais. On pourra comprendre nos subtilités avec tous les peuples en soi. On aura notre place. Cela dit quand même, c'est une observation. Je vois quand même que dans le milieu du cinéma guadeloupéen, enfin en Guadeloupe en tout cas, ça bouge beaucoup. Il y a eu cette initiative prise par comment ça s'appelle, Ciné Lucas, c'est ça? Oui, Cinouca avec l'APCAG. Nous sommes partenaires d'ailleurs au niveau d'Épices, de l'école. Il y a Épices, ça doit se mailler. C'est de maillage maintenant qu'on est en train de. C'est ce que je dis. Finalement, il se passe quand même quelque chose. Oui, c'est de la résistance, Danick, c'est de la résistance et c'est ça qui est important. On est aussi avec le CAC en réflexion sur tout ça, ce qui se passe au Centre des Arts de la Culture, parce que nous sommes dans un même pays, un même territoire. Il n'y a pas, moi je dis souvent, un fait pour qu'il soit historique, il faut qu'il ait un impact sur l'histoire en général. Voilà. On vous fait confiance, messieurs. En tout cas, merci de venir à Zot. Nous parlons de cinéma Zot là, puisque... l'art du mouvement. Ah, nous pas en mouvement alors. L'art du mouvement, oui, bien sûr, mais d'accord. Avec Christian Lara, on a parlé donc de l'ouverture cette semaine, vendredi, exactement, de la première édition de Cinéma Star au Cinéma Star de Black Story Month. C'était la première édition en 2019. Là, nous sommes déjà à la 3e édition. Bien sûr, il y a le film de Christian qui a été primé en Afrique, et puis plein d'autres films afro-descendants qu'il faut avoir. Et puis, on a parlé avec Épices. Il y a de la formation quand même à Épices. Oui. Ah ben, c'est beaucoup. Ah oui. Nos étudiants, donc, ils vous regardent, ils sont tous connectés. Et pas qu'ici, au Burkina Faso, partout. On est connectés, nous. Le hype, c'est la rue. C'est là aussi, il y a un travail qui se fait. Ça prouve
trouve que finalement, bon, ben, ça se passe quand même en Guadeloupe, c'est déjà pas mal. Nous parlons avec Gabi Clavier de pousser à cette situation-là, et bon, nous rendez-vous pour le 15 février, donc commencez à prévoir, enfin, on va dire plus. Sinon, on a parlé aussi de Air Caraïbes avec son nouveau directeur. J'ai dit que c'est un meilleur catholique. Michel est passé de Air France à Air Caraïbes. Et Johan Paulin, ben, aujourd'hui, il est grand patron, il est au conseil d'administration avec Dubreuil, avec les grands chefs, et il a une vision plus stratégique sur le transport aérien qui prend l'eau gaz actuellement, puisqu'il y avait une conférence de presse la semaine dernière à Pôle Caraïbes. Pôle Caraïbes a pratiquement perdu près de 60% de son trafic, mais quand même les investissements vont commencer. C'est dire, on continue, c'est dire que finalement la Guadeloupe, quand même, malgré pandémie, malgré tout bitin, ben, nous allons continuer à exister et nous allons résister, parce que dès le reste de ça, la résistance à l'oppression est un droit naturel. 14 heures, la divinité même. 14 heures, on a terminé. La réalisation était assurée par Jordan, number one au niveau de la réalisation, avec le soutien de Sandy, son binôme. Voilà, c'est fini. On se retrouve demain pour d'autres invités, puis comme toujours, d'autres paroles dans ZCL News. À demain.